Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Média TV. Vers un accord de libre-échange entre Pékin, Tokyo et Séoul, c'est le sujet de ce Focus Echo. Le Japon, la République de Corée et la Chine ont annoncé dimanche vouloir renforcer leur coopération pour offrir un environnement prévisible aux entreprises et accélérer leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange. L'économie de ces trois puissances asiatiques reste dépendante de leurs exportations et chacune est pénalisée à sa manière et à différents degrés par la politique du président américain Donald Trump. Cette réunion tripartite organisée d'urgence est la première sous cette forme depuis 2020. Quels sont les enjeux de cette coopération renforcée entre ces trois géants asiatiques? On en parle avec Adil Harishi. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de Mondiapolis. Merci d'être avec nous. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui ces trois géants asiatiques, on va dire ces trois pays, la Chine, le Japon, la Corée, à vouloir renforcer davantage leur coopération économique? On parle même d'un éventuel accord de libre-échange. On peut parler de la politique étrangère économique américaine et la politique de M. Trump, qui répond à ses promesses électorales qui disaient qu'il allait réduire le déficit budgétaire américain avec la taxation douanière ou avec l'augmentation des tarifs douaniers par rapport aux produits importés aux États-Unis. Comme nous savons, la Chine, la Corée du Sud ou encore le Japon sont parmi les pays qui exportent beaucoup aux États-Unis et il y a une forme de déficit, si vous voulez, dans la balance commerciale entre les produits américains exportés et les produits importés de ces trois pays. Donc, la dernière déclaration de M. Trump qui parlait cette fois-ci bien sûr, l'acier et l'aluminium où il y a eu une augmentation de 20% des tarifs douaniers. Il a parlé de l'automobile, c'est-à-dire l'automobile qui passe à 25%, une surtaxation de 25% sur tous les produits, les automobiles qui sont importés aux États-Unis ou encore les produits, c'est-à-dire des automobiles. Et ça fait donc ces trois pays sont concernés par notamment le Japon et la Corée du Sud par rapport à l'automobile, mais aussi la Chine qui est imposée sur tous les produits par une surtaxation de 20%. Donc cette réponse des trois géants est une réponse à la politique étrangère, c'est-à-dire à ce basculement dans la politique étrangère américaine, qui n'est pas nouveau. Il faut dire qu'il y a eu déjà des épisodes comme ça auparavant. Est-ce que c'est une réponse qui surprend? Est-ce qu'elle était inattendue? Et quelles opportunités va ouvrir peut-être cet accord de libre-échange pour ces trois pays? Bon, déjà les trois pays, c'est-à-dire quand ils se sont réunis, et comme vous l'avez bien dit, c'est-à-dire cet accord de trilatéral ou cet accord partenariat trilatéral a commencé la discussion depuis 2013. Et puis ça s'est arrêté en 2019, il y a la Corona, ça a repris après en 2024. Donc les opportunités sont, d'abord on parle d'un accord trilatéral, on voit ce sont trois géants, on parle quand même de trois géants, dans la production industrielle à tous les domaines et à tous les niveaux et dans tous les domaines. Maintenant, quand on parle d'un accord trilatéral, est-ce que c'est un accord qui va prendre des décisions communes par rapport à la politique étrangère d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou un autre pays, c'est-à-dire dans les échanges commerciaux? Est-ce que ça va être un marché commun où il y aura c'est un accord trilatéral, c'est-à-dire entre ces trois pays, où il y aura peut-être l'ouverture de leurs trois marchés avec des réductions de tarifs douaniers entre eux? Mais la question, est-ce que leurs marchés puissent absorber ce qui est exporté aux États-Unis. Donc, parmi les propositions qui sont déjà avancées après ce sommet, donc des trois ministres de l'industrie du commerce de ces trois pays-là, ils ont parlé de réforme de l'OMC. Donc, une réforme de l'OMC, il n'y a pas les grandes lignes. On peut pas voir comment réformer l'OMC. On parle de protectionnisme, de lutte contre le protectionnisme. Et il parle aussi de l'élargissement
du partenariat global régional, donc qui comprend déjà la Chine et 14 pays asiatiques. Mais ce sont des mesures qui peuvent peut-être répondre à la politique américaine, mais ça reste, il y a un doute, enfin, il y a un point d'interrogation, puisque par exemple, le Japon et la Corée du Sud, ce sont les deuxièmes, les exportateurs, parmi les 4 premiers exportateurs ou 5 premiers exportateurs de voitures et c'est-à-dire des voitures assemblées ou bien de matériel de voiture vers les États-Unis. Donc c'est un marché très important que ces deux pays-là, c'est-à-dire le marché américain, une surtaxation de 25% est beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y aura une diminution de l'exportation des voitures. Pour la Chine, il reste le premier partenaire commercial des États-Unis. Certes, la balance économique ou le déficit, il est du côté américain. Et la surtaxation, on parle de 20% sur tous les produits chinois. Donc, chaque pays, c'est-à-dire avec cette nouvelle surtaxation, sera touché dans un produit ou dans plusieurs produits, comme pour la Chine. Une alliance, en tout cas, pour contrecarrer les mesures protectionnistes américaines. L'unilatéralisme et le protectionnisme se propagent, exerçant une forte pression sur les échanges mondiaux et augmentant l'incertitude. Nos 3 pays doivent assumer la responsabilité de préserver le système commercial multilatéral et promouvoir l'intégration économique et régionale. Donc, ce sont les propos du gouvernement chinois. Une réponse donc qui essaye d'être forte et adapté à la situation actuelle mondiale. Rappelons que ces 3 pays représentent 20% de la population mondiale, un quart du commerce mondial, donc ils peuvent également faire pression à leur manière. Oui, ils peuvent faire pression. Maintenant, c'est le marché américain. Parce que là, on parle du marché américain. Et pour Trump, il a une politique très claire. Il y a 1000 milliards de dollars de déficit dans la balance commerciale, c'est-à-dire américaine, globalement. Et lui, il veut réduire ce déficit budgétaire des États-Unis par la taxation, c'est-à-dire par les tarifs douaniers. Donc, c'est une politique offensive des Américains, une forme de protectionnisme. Pourquoi? Pour pousser les entreprises, si vous voulez, coréennes ou bien chinoises ou autres, même européennes, à s'installer en Europe et produire aux États-Unis. Maintenant, la réponse de ces 3 pays-là, certes, sur un plan régional, il peut être très fort. Mais comment accéder au marché américain qui reste un marché très important? Si on parle seulement des voitures, c'est presque la moitié des voitures sont importées aux États-Unis. C'est 8 millions de voitures qui sont importées par an aux États-Unis. Et dans la Corée du Sud et le Japon sont vraiment concernés. C'est les 2e et les 3e avec le Mexique, l'Allemagne et le Canada. Donc cette réponse, c'est vrai, c'est une réponse régionale, une forme de pouvoir trouver, comme j'ai dit, de réponse peut-être à l'échelle régionale sur le marché local, le marché régional qui est important. Mais est-ce que ce marché pourra remplacer le marché américain qui est un marché consommateur? Donc là, c'est une équation. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la fois devant une nouvelle carte géopolitique mondiale, mais aussi une nouvelle carte géoéconomique mondiale où il y a d'autres facteurs qui interviennent. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la Corée du Nord aussi de l'autre côté. Il y a sur le plan sécuritaire, ces 3 pays sont concernés. Il y a le cas de la guerre de la Russie et de l'Ukraine, et ces pays ils sont concernés parce qu'il y a des litiges entre certains pays et la Russie, et aussi avec la Corée du Nord qui interviennent, qui portent un soutien à la Russie. Donc c'est une carte géopolitique mondiale, une nouvelle carte géopolitique mondiale où l'économie prend sa place avec les mesures qui sont prises par le président américain, c'est-à-dire les tarifs douaniers. Donc là, nous sommes devant un... Oui, pardon. Oui, vous l'avez dit, une réponse commune, une réponse régionale. On est face à une nouvelle carte géoéconomique mondiale, justement. Est-ce qu'au sein de ces pays, quand on les prend de manière individuelle, est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être divergences sur les politiques économiques ou des divergences politiques qui pourraient impacter ou influer sur cette coopération renforcée économique? Il y a des conflits. Il y avait des conflits toujours entre le Japon et la Chine et entre le Japon et la Corée du Sud. Il y a même un conflit qui est toujours là entre le Japon et la Corée du Sud par rapport à certaines îles, donc qui ont été prises par la Corée du Sud et que le Japon
Japon considère comme sienne. Donc il y a eu des conflits politiques. Donc ça c'est l'enjeu politique. Mais l'enjeu économique, ils sont tous concernés, étant donné que ce sont 3 pays qui exportent massivement au plus grand marché, si vous voulez, de consommation, l'un des plus grands marchés, à savoir le marché américain. Maintenant, est-ce qu'ils vont laisser leurs problèmes politiques? Certainement, parce que c'est un enjeu commun. C'est un défi commun, mais il y a aussi le défi sécuritaire. Avec la Corée du Nord, et là, c'est un défi c'est-à-dire qui pèse sur, je dirais, les 2 pays, le Japon et la Corée du Sud, mais aujourd'hui aussi la Chine, qui doit aussi, avec ces nouvelles alliances, donc il doit trouver une forme de concordance dans une forme de politique commune avec la Corée du Sud et le Japon. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont parlé c'est-à-dire de ce partenariat global asiatique, c'est-à-dire régional, mais ils ont parlé aussi bien sûr, le partenariat trilatéral entre eux, mais aussi de trouver une réforme à l'OMC. Et là, c'est une grande question. Une réforme à l'OMC. L'OMC, nous savons qu'il est quand même, c'est l'Organisation mondiale de commerce qui, logiquement, je dirais, équilibre le commerce mondial avec ses organes de règlement de différends et autres. Maintenant, comment peut-on réformer? Si on parle de protectionnisme d'un côté, certains vont parler aussi de dumping de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais tout ce qu'on peut se dire, c'est une nouvelle carte économique mondiale aujourd'hui qui est ouverte, mais en même temps avec une carte géopolitique dans une région assez intense. L'Asie c'est-à-dire l'Asie du Nord, enfin l'Asie, l'Asie du Nord, donc Pacifique en relation avec le Pacifique, et cette mer donc dans la mer du Nord de la Chine et la mer du Japon, il y avait des conflits politiques, mais aujourd'hui c'est un défi commun, c'est un défi économique commun qui est face à ces trois grands pays. Et nous sommes devant une nouvelle, je le dirais encore, carte géoéconomico-politique mondiale dont dépendent plusieurs facteurs et dont opèrent plusieurs acteurs. Beaucoup de questions, la guerre de la Russie. Beaucoup de questions qui se posent. En tout cas, une nouvelle carte, vous l'avez dit, géoéconomique et un basculement géopolitique, donc un chamboulement au niveau mondial auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Une attente peut-être américaine, d'une réponse américaine suite à cette annonce, peut-être ou cette alliance qui se formera. En tout cas, la suite des événements, on les découvrira dans les semaines qui viennent. Merci à vous, Ali El-Harechi. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de Mondiapolis. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci. C'est la fin du Focus Echo pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet.